Le plaisir est mien de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de participer à ce nouveau numéro de Plateau du droit en ce samedi 20 juin 2009. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Christian Kalambay, bien sûr qui est avocat près la cour d'appel de Lubumbashi ainsi qu'assistant à l'université protestante. Et c'est avec lui, bien sûr, que nous allons nous étendre sur le sujet de ce jour qui n'est autre que ce que dit la loi congolaise face au contrat d'exclusivité. Bonjour, maître. Bonjour. Merci d'être de nôtre. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on doit d'abord retenir par contrat d'exclusivité? Bon, avant de commencer, je voudrais porter une précision. Je suis avocat au barreau de Kinshasa et assistant à l'Institut universitaire du Congo ici à Lubumbashi. Alors, le contrat d'exclusivité, ce n'est pas facile de définir ce contrat-là, d'autant plus que ce contrat englobe toute une gamme de contrats tels que le contrat de concession, contrat de franchise, contrat de distribution sélective ou même contrat de travail. Alors, mais de manière tout à fait générale, on peut dire que le contrat d'exclusivité, c'est le contrat par lequel un commerçant s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès d'un fournisseur ou par lequel un fournisseur ou un producteur réserve sa production à un ou plusieurs détaillants, ce dans une zone bien déterminée pendant un temps déterminé. Alors, comment reconnaître qu'on est bien sûr en face d'un contrat d'exclusivité? C'est qui n'est vraiment pas facile, et surtout ici chez nous à Lubumbashi. Oui, bon, à travers cette définition, nous pouvons tirer trois éléments caractéristiques de ce contrat. Et lesquels? Nous avons d'abord la clause d'exclusivité. C'est la clause qui permet à une partie de ne pas contracter avec un tiers. Et cette clause exclut aussi les tiers à s'immiscer dans ce contrat. Alors, cette clause d'exclusivité peut s'attendre de deux manières. Il y a l'exclusivité de fourniture et l'exclusivité d'approvisionnement. Par l'exclusivité de fourniture, les fournisseurs s'engagent à fournir les produits à son détaillant, et par l'exclusivité d'approvisionnement, c'est les détaillants qui s'engagent à s'approvisionner exclusivement chez son fournisseur. Cette clause d'exclusivité peut être unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire les deux parties peuvent être réciproquement ou mutuellement liées par cette clause d'exclusivité. Et le deuxième élément, nous avons les territoires. Ce contrat est conclu pour un espace déterminé, pour un territoire déterminé. Ça peut être tout un pays, ça peut être toute une province, un district, une ville, un territoire, même un quartier. On ira même dans des rayons. Le parti peut s'attendre que vous allez vendre vos produits dans tel rayon de 50 km, dans tel rayon. Tout comme on peut dire qu'on vend ça soit à Lubumbashi, rien qu'à Lubumbashi, ou ça peut être à Kinshasa, rien qu'à Kinshasa. Oui. Alors ça, c'est le territoire. Le territoire, c'est le cadre, c'est l'espace, c'est la zone dans laquelle s'exprime cette exclusivité-là. Alors, le troisième élément, nous avons la durée. La durée, le contrat d'exclusivité, c'est un contrat successif. Et il comprend des obligations dont les exécutions s'échelonnent dans le temps. Ce n'est pas un contrat instantané. C'est conclu suivant un délai. Ça peut être à durée déterminée tout comme ou à durée indéterminée. Donc ça peut aller au-delà d'une année, 2, 3, 4 ans. Oui, là c'est pour déterminer. On peut fixer 5 ans, 20 ans. Comme ça peut rester pour toute une vie. Ça, c'est durée indéterminée. Est-ce que notre loi, la loi congolaise, reconnaît ce type de contrat? Bon, le contrat d'exclusivité, d'abord en tant que contrat, il est soumis aux conditions générales de validité de contrat qui sont prévues par l'article 8 du Code civil, livre 3. Et les conditions sont les suivantes. Il y a le consentement des parties, la capacité des parties à conclure, il y a l'objet certain, et puis nous avons la cause illicite. Bon, à part ces conditions générales-là, nous avons aussi des conditions un peu particulières, puisque le contrat d'exclusivité, c'est un contrat que les parties recourent souvent dans le cadre des attentes et des positions dominantes. Alors, à ce sujet, le contrat d'exclusivité est soumis à des règles de la concurrence, de libre jeu de la concurrence. Alors, sa validité à ce niveau est perçue de deux manières. D'abord, au niveau des parties elles-mêmes, le contrat d'exclusivité est conçu comme une limitation conventionnelle de la liberté contractuelle. Et elle est aussi l'expression de la liberté contractuelle, comme j'ai dit. C'est l'expression même de l'autonomie de la volonté. La partie qui s'engage elle-même accepte de limiter sa liberté. C'est l'autonomie de la volonté qui explique cette limitation-là. Alors, du point de vue des tiers, alors
le contrat d'exclusivité est soumis aux règles de la concurrence, comme nous avons dit. À ce sujet, il faut constater qu'en droit congolais, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques en matière de concurrence. Oui, oui. Mais nous avons un arrêté un arrêté départemental ministériel qui semble en jouer le rôle. Il s'agit de l'ordonnance de l'arrêté départemental de 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence. Alors cet arrêté crée une commission de la concurrence qui est présidée par le conseiller économique, le ministre de l'économie. Et cette commission-là s'étend pour tous les pays. Mais en province, il est institué une sous-commission qui est instituée par le gouverneur de province. Cette commission a pour but de veiller au respect des règles de la concurrence. Alors, au regard de cet arrêté départemental, un contrat d'exclusivité sera considéré comme valable si, suivant l'article 4 de cet arrêté, s'il ne tend pas à des prestations abusives, et suivant l'article 7, s'il protège l'intérêt général. Et la doctrine ajoute, il y a le professeur Massamba Makela dans son ouvrage Droit des affaires, lui il ajoute qu'un contrat d'exclusivité qui est conforme, qui contribue au développement social et économique et qui protège les droits des consommateurs, ce contrat-là peut être considéré comme valable. Alors, on va revenir un tout petit peu. Auparavant, vous avez parlé des clauses, des différentes clauses qui faisaient ce contrat. Vous avez parlé du consentement. J'aimerais savoir, entre les deux parties, quand il n'y a pas consentement, qu'est-ce qu'il en découle un tout petit peu? Il y a deux parties, on voit la maison X et une entreprise Y qui décident, bien sûr, pour un produit quelconque, de signer un partenariat. Mais on se rend compte que ce consentement n'est pas mutuel. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bon, le consentement, comme j'ai dit, il est une condition essentielle d'existence, de validité du contrat. Si le consentement fait défaut, soit par un vice ou par violence ou par dol, la conséquence est la nullité du contrat. Le contrat est nul. Donc, une partie doit s'engager librement. Mais ici, il faut signaler que le contrat d'exclusivité est généralement considéré comme un contrat d'adhésion. Toutes les clauses sont déjà fixées par la partie économiquement forte qui est le fournisseur ou le producteur. Les détaillants ne sont là que pour accepter ou ne pas accepter. Donc, sa liberté consiste à accepter ou à ne pas accepter. Donc, si elle accepte les conditions qu'on lui a imposées, elle-même volontairement, sans violence, sans contrainte, son consentement est libre, il est normal. Mais si on les force ou on l'induit en erreur ou par dol, tout ça, là, il y a vice de consentement, le contrat est nul. Alors, quelles sont les obligations de partie dans ce contrat d'exclusivité? Oui, les obligations de partie dans le contrat d'exclusivité, il faudrait dire que ce contrat, comme j'ai dit, englobe toute une variété de contrats. Ce serait difficile de parler de manière tout à fait générale. Toutes ces obligations. Nous allons parler des obligations les plus récurrentes ou communes à tous ces contrats-là. Alors, nous allons d'abord parler pour le fournisseur ou le producteur. Celui-ci a deux obligations. Des obligations positives et des obligations négatives. Les obligations positives, il y en a deux. Il doit d'abord produire, fabriquer la marchandise ou bien le produit qu'il doit livrer. C'est une obligation qu'on appelle l'obligation de faire. Alors, après avoir produit, il y a l'obligation de livrer. Après, il doit livrer la marchandise, il doit livrer le produit à son détaillant. Cette obligation constitue une obligation de donner. Alors, après ça, nous avons l'obligation négative. Alors, l'obligation négative, c'est il ne doit pas faire concurrence à son détaillant. C'est-à-dire, quand vous donnez un territoire d'exclusivité à votre détaillant, c'est-à-dire dans une commune bien déterminée, vous, fournisseurs ou producteurs, vous ne pouvez plus venir vous-même installer votre point de vente sur ces points-là. Donc, il ne doit pas faire une concurrence. C'est une obligation de non-concurrence. Alors là, ce sont des obligations du fournisseur ou des producteurs. Mais les détaillants aussi ont ces obligations. Il en a principalement deux. Il y a l'obligation de s'approvisionner exclusivement chez son producteur. Ici, donc il ne peut pas aller prendre une marchandise ailleurs. Oui, alors cette obligation de s'approvisionner exclusivement sur son producteur révèle des aspects. Le premier aspect, c'est qu'il doit se fournir exclusivement chez son fournisseur. Il doit régulièrement aller s'approvisionner. Et deuxièmement, il s'interdit, là c'est une obligation de ne pas faire. Il ne doit pas conclure d'autres contrats avec des concurrents de son producteur dans la même zone. Oui, mais qu'est-ce qu'il en découle quand celui-ci s'approvisionne soit ailleurs ou conclut d'autres contrats sur l'exclusivité avec les concurrents de son fournisseur habituel? Là, ce sont des sanctions qui sont prévues. Alors,
les sanctions là, nous allons l'aborder pour toutes les deux parties. Pour toutes les parties, même pour le producteur ou le détaillant. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des obligations. Nous allons parler ça de manière globale. Alors, si une partie à ce contrat n'exécute pas ses obligations, ne respecte pas les clauses de contrat, notamment l'exclusivité, il y a d'abord, on applique les règles de droit commun de responsabilité ou des obligations. Il y a d'abord l'exécution forcée en nature, où la partie lésée peut demander à l'autre d'exécuter son obligation. Si cette exécution en nature n'est pas possible, il y a l'exécution à dommages-intérêts par équivalent. C'est-à-dire qu'on doit condamner la partie qui ne respecte pas ses obligations à payer les dommages-intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent pour compenser le préjudice que l'autre a subi. Alors, le dommage-intérêt qu'on fixe là comprennent des aspects. Il y a la perte subie, qu'on appelle les dagnum emergens, et le manque à gagner, qu'on appelle le lucrum cessans. Alors, ici, la réparation doit être intégrale, c'est-à-dire la partie, le dommage doit être réparé intégralement. On doit placer la victime dans la situation qu'elle était avant de subir le dommage. On ne tient pas compte de la gravité de la faute. C'est ce qu'on appelle le principe de la réparation intégrale. Il y a même l'indifférence de la situation financière de partie. On ne doit pas croire que parce que le producteur a beaucoup d'argent, on doit le condamner par de grosses sommes. Non, on voit le dommage qu'il a subi. Par rapport à son produit. C'est-à-dire le préjudice qu'il a subi, le manque à gagner ou bien la perte subie. Et puis on fixe le dommage-intérêt. Alors ça, c'est la responsabilité civile, la deuxième sanction. Mais il y a aussi une sanction qu'on appelle l'exception non adiplentis contractus, ou bien l'exception de l'exécution du contrat. Si l'une partie n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut refuser d'exécuter les siennes aussi. Donc, à travers cette exception-là, le contrat est suspendu et paralysé. Vous devez exécuter votre obligation, vous n'exécutez pas. Moi non plus, je n'exécute pas le mien. C'est un peu comme en matière... Le contrat va reprendre son cours. Lorsque l'autre... une partie décide de rentrer dans celui-ci. Sinon, rentrer dans ce contrat et de faire sa part. Et après, nous avons aussi la résolution, ou bien la résiliation. Là, c'est lorsque la faute elle est grave et que le contrat... entre les parties, le climat n'est plus bon, on ne peut plus continuer. La partie lésée peut demander au juge de résoudre ou bien de résilier le contrat. Alors, ou mieux, si le contrat le permet, une partie de sa propre initiative, de son propre autorité, elle peut demander la résiliation, à condition que cette faculté lui soit accordée par le contrat. Alors, quelles sont ces sanctions qu'une partie peut encourir si, bien sûr, elle ne respecte pas ces différentes obligations? C'est ça que nous venons d'expliquer là. Donc, il y a d'abord l'exécution en nature, nous avons la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages-intérêts, nous avons l'exception non adiplentis contrat. To be the